Oui, un instant, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est François-Xavier Kemtuen-Tagué. Je suis chercheur pour doctorat à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat en co-tutelle, donc dans deux universités, l'Université de Sherbrooke et l'Université catholique de l'Ouest. Donc, c'était une co-tutelle France-Québec. Oui. Et j'ai travaillé sur l'apprentissage expérientiel des jeunes médecins en formation, c'est-à-dire les médecins qui sont en troisième cycle, internes en France et résidents en médecine au Québec. Donc, troisième cycle. Parce qu'on sait que quand on parle de formation de médecin, il y a trois cycles. Il y a le premier cycle, le deuxième, le troisième. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup plus d'étudiants de troisième cycle. Bon, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la vidéo, une technopédagogie au service de la médiation contrôlante et structurante des savoirs expérientiels pour les résidents et les internes en médecine. D'abord, je vais répondre à une critique que j'ai eue parce qu'on m'a dit que mon, euh, euh, mon titre n'était pas en lien avec le contexte du colloque. Oui, moi, je vais dire que peut-être, mais moi, je voudrais apporter quand même une certaine réponse. Parce que quand on dit euh, contrôlante, on voit beaucoup plus auto-évaluation. Et quand on parle de structurante, on voit hétéro-évaluation. Donc, ici, on parlera de tension entre auto-évaluation et hétéro-évaluation. Et quand on parle de hétéro-évaluation, on voit beaucoup plus euh, l'évaluation faite par les enseignants. Ici, on parlera beaucoup plus des superviseurs cliniques en France et des enseignants cliniques au Québec. Bon, voici le plan de présentation. En 1, on abordera l'introduction. En 2, les méthodes. En 3, résultats. 4, discussion, conclusion. Et en 5, questions-réponses pour mieux approfondir. Bon, pour commencer, on va dire que le contexte de la formation des médecins est celui de l'alternance. Très brièvement, on va dire que l'alternance se passe en deux temps. Il y a un temps formationnel à l'université et un temps en pratique. On parlera, on parlera de stage. Mais dans le cadre de ce travail-ci, ce n'est pas cette alternance-là. Moi, je parle de l'alternance en situation. Et la situation est le lieu de toutes les alternances. Pour la référence, vous pouvez lire le livre de Philippe Auban, Apprentissage en situation. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le jeune médecin en formation, c'est-à-dire celui qui est au troisième cycle, quand il finit son second cycle, il est apte à travailler comme médecin. Mais il lui manque les compétences de médecin chevronné. Alors maintenant, il entre dans un troisième cycle, comme appelé résidence au Québec et internat en France. Et maintenant, pendant ce grand stage-là, qui peut durer 2 ans pour les médecins de famille au Québec ou bien pour les médecins généralistes en France, ça dure de 2 ans à 6 ans. Oui. Bon, pendant ce temps-là, lui, il y a des retours sporadiques en faculté, mais la grande partie du temps se passe en stage, c'est-à-dire que dans le lieu de la résidence ou bien dans le lieu de l'internat. Donc, tout se passe en situation. Et, et en situation, lui rencontre plusieurs personnes. On peut parler d'intervenants. Ça peut être les médecins seniors, ça peut être les spécialistes de stage, ça peut être euh, les patients, ça peut être euh, des infirmiers, des soignants. Oui. On va dire carrément que c'est tous ces groupes-là qui participent à la formation du médecin, du jeune médecin. On va leur dire qu'il y a ici une valeur formative du travail. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a des contraintes à la situation. Par exemple, la situation cognitive des superviseurs. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une impossibilité pour le corps hospitalier de pouvoir répondre à la demande très importante
des besoins de soins. Ce qui fait que les médecins seniors sont occupés à prendre un grand nombre de patients, mais à moins s'occuper de l'encadrement des jeunes médecins en formation. Que ce soit en France ou bien au Québec, c'est la même chose. Bon, maintenant, que font les jeunes médecins en formation? Ils vont recourir à ce qu'on va appeler des moyens écoformatifs. Quand on parle d'écoformation, il faut voir un grand auteur qu'on appelle Gaston Pinault, qui a travaillé beaucoup plus sur l'auto-formation. Gaston Pinault parle, lui différencie deux types d'éco-formation. Il y a l'éco-formation relative à l'environnement physique, l'éco-formation, il y a la formation relative à l'enseignement social. Bon, ici, nous, on a intégré de communication dans ce qu'on va appeler la formation relative à l'environnement physique et beaucoup plus la vidéo. Bon. La vidéo, c'est l'outil d'auto-évaluation et d'auto-révélation. Et ce qu'on verra plus loin. Donc, le but de cette communication, c'est de pouvoir identifier les tensions entre auto-évaluation et hétéro-évaluation dans les usages de la vidéo et les contributions à l'émancipation du jeune médecin en formation. Comme méthode, on a utilisé une communication intègre une étude secondaire. La thèse de droit qu'on a menée est beaucoup plus la thèse, l'étude primaire. Les participants à l'étude sont constitués des résidents en médecine québécois et des internes en médecine français. Les sujets d'études proviennent des universités de Montréal, de Sherbrooke et d'Angers en France. L'instrument de collecte de données est un instrument non directif qui a progressivement évolué vers un instrument semi-directif en fonction des données de terrain. Nous avons utilisé un échantillonnage théorique qui a facilité le recueil des différentes données, ainsi que la modification progressive de l'instrument de collecte de données, c'est-à-dire de l'entretien, de guide d'entretien. Nous avons utilisé aussi la théorisation ancrée qui, d'après Payet et Mukweli, peut être rangée dans deux types de registres. Parce que quand on parle de théorisation ancrée, on peut la voir comme étant une méthode de collecte de données. On peut aussi la voir comme étant une méthode d'analyse de données. Mais nous, ici, là, nous allons utiliser comme étant une méthode d'analyse de données. Oui. Bon. Voici comment se présente l'échantillonnage théorique, c'est-à-dire qu'on a d'abord des questions, soit les participants, collecte de données, analyse, théorie en développement, après on répond aux questions, ainsi de suite. Oui. Maintenant, résultat. On sait que le résident en médecine ou bien l'interne en médecine fait face à une difficulté d'encadrement tout au long de sa formation. Ici, on parlera par exemple du quasi-absence du de stage. Ici, dit par exemple que quand je vais en psychiatrie adulte faire ma garde à 18 heures et je me retrouve seul avec des infirmiers, et si j'ai une question, je dois téléphoner au psychiatre qui est chez lui. Ça, c'est Marjolaine, interne en médecine. Oui. Maintenant aussi, il y a l'incapacité du système hospitalier à satisfaire la demande de soins. Je pense que un des problèmes, c'est qu'ils ont un nombre de responsabilités comme médecins, puis ils ont une responsabilité comme professeur, puis ils ont une responsabilité comme évaluateur. Ils sont à la fois médecins, professeurs et évaluateurs. Souvent, il n'y a pas beaucoup de temps pour le professeur. Il y a du temps pour l'évaluation, il y a du temps sur le fait qu'ils sont médecins, il n'y a pas beaucoup de temps pour la pédagogie. Ça, c'est Evelyne qui est résidente en médecine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les internes? Ils vont s'investir dans des moyens éco-formatifs. Les aides-soignants, nous disons,
Les infirmières, nous dit William. Le patient ressources, nous dit Evin. Internet, nous dit Emma. La simulation, nous dit William. Et la vidéo, nous dit Evin. Ce travail, nous sommes attardés sur la vidéo. Dans un premier temps, on a vu que la vidéo est mise au service de l'évaluation des acquis expérientiels. Et ça a paru pour nous comme étant un gage de production autonome. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'interne ou le résident en médecine lui fait un soin. Et maintenant, il peut demander à un collègue, il dit, filme-moi pendant que je fais le soin. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va revoir seul ce qu'il a fait. Et maintenant, il va présenter à son superviseur. Mais ce qui se passe, c'est que on parlera d'auto-évaluation non achevée. Pourquoi? Parce que quand on parle d'auto-évaluation, il y a 3 phases. Il y a d'abord l'identification des points forts, l'identification des points améliorés, et maintenant, il y a maintenant la fixation des outils personnels. Mais cette partie-là, c'est plutôt le sujet de stage qui participe grandement dans cette 3e phase. Parce que si on va à William, il va dire carrément qu'il y a un déséquilibre entre l'autonomie puis les compétences. Ça veut dire avoir beaucoup de responsabilités par rapport à ce que tu es capable de faire, ou à l'inverse, tu as l'impression de n'avoir aucune possibilité de décision. Tu peux utiliser tes compétences. Ça veut dire carrément qu'il y a une contrainte interpersonnelle. Oui. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit là, c'est qu'il y a une tension entre auto-évaluation et auto-évaluation constatée en contexte d'auto-confrontation. C'est-à-dire que, par exemple, quand il a fini de filmer comme ça, là, maintenant, il dit, voici ce que j'ai fait. Et maintenant, ensemble, ils voient ce que le résident a eu à faire. Le résident est là, le supposé en face. Et maintenant, en face, il y a ce qu'on appelle une co-analyse. Et maintenant, c'est la fin de cette autoconfrontation, maintenant, on peut fixer les objectifs. Ça veut dire carrément qu'il y a une tension entre auto-évaluation et auto-évaluation. Bon, maintenant, ils sont passés à la discussion. Bon, ce que nous disons, c'est que quand on parle de formation des médecins et des internes en médecine, il faut tenir compte du fait qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire que des intentions qui dépassent largement le jeune médecin en formation, auquel il doit faire avec. Gaston Pinault a parlé de ce qu'on appelait l'origine nocturne, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Et que le résident en médecine ne peut rien faire. Oui. Donc, nous, on pensait que si on prend en compte ces différentes contraintes au moment de l'évaluation, on pourrait alléger le rendement du jeune médecin en formation et lui permettre d'avoir un rendement plus élevé, plus important. Oui, parce que beaucoup se plaignent. Ils vont dire carrément que, bon, j'ai bien pratiqué, mais mon superviseur n'a pas compris ce que j'ai fait. Oui, parce qu'il était bloqué. Je vous remercie.